voilà, le jingle l'a annoncé et elle est là sur notre plateau. Elle, c'est Dr Véronique Kofi-Loboué. Elle est avec nous pour parler d'un mal qui prend de plus en plus de l'ampleur. Hein. Vous avez beaucoup de cas d'hypertension artérielle? Oui. Voilà, donc on parlera de cette hypertension artérielle. Bonjour. Bonjour, madame. Marco. Bonjour, vous allez bien? Bien sûr, okay. Ça va. Alors, c'est quoi l'hypertension artérielle? Alors, par définition scientifique, on va dire, selon l'OMS, c'est lorsque la pression artérielle est au-delà de 140 sur 90 mm de mercure. D'accord? Pour dire que, vous savez que l'hypertension artérielle toujours se définit par deux chiffres. On a le premier chiffre qui est la systolique, c'est lorsque le cœur se contracte pour chasser le sang, et donc on mesure la pression ne doit pas dépasser 14 ou 140 mm de mercure ou 14 cm de mercure. Et le deuxième chiffre, c'est la diastolique, c'est-à-dire au moment où le cœur se relâche, on doit mesurer la tension et la tension ne doit pas dépasser 90 ou 9 cm de mercure. Donc chez tout adulte, selon l'OMS, la tension ne doit pas dépasser 14,9. D'accord. Et peut-être pour aller plus loin, si la pression artérielle est au-delà, c'est-à-dire le premier chiffre seulement au-delà de 14, c'est-à-dire on peut avoir 16, 8, c'est une hypertension également, hypertension artérielle systolique. Si c'est le deuxième chiffre qui est plus élevé, c'est-à-dire on va dire 13, 10, c'est l'hypertension artérielle diastolique. Ou alors les deux chiffres sont élevés, 16, 10, ça fait hypertension artérielle systolo-diastolique. Donc dans les trois cas, c'est de l'hypertension artérielle. Alors comment on prend normalement la tension? Parce qu'il y a beaucoup de thèses, beaucoup d'écoles. Quel est le processus de prise de tension artérielle fiable? Poignet, bras, je sais pas. C'est vrai, il y a beaucoup de méthodes. Et même les appareils, il y en a plein. Si vous voulez, on va en parler. Alors, pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, c'est de mesurer la pression artérielle avec un appareil qu'on appelle tensiomètre. Et parmi les tensiomètres, on en a plusieurs. Il y a le tensiomètre à colonne de mercure, il y a le tensiomètre anéroïde, c'est celui qui est rond, qu'on utilise le stéthoscope, et il y a le tensiomètre électronique. D'accord? Mais dans tous les cas, on va poser le brassard au niveau du bras. Il faut bien le poser. Si on avait un appareil, j'aurais fait une démonstration tout à l'heure. Vous n'êtes pas venu avec. Vous êtes amendé. On m'a fait non, je vous taquine, docteur. D'accord. Donc, on pose le brassard, on le pose bien. Il ne faut pas que le bord inférieur dépasse le pli du coude. Et puis, on prend le stéthoscope, on pose le stéthoscope au niveau de l'artère cubitale. Et de l'artère l'artère qui passe par ici, c'est l'artère cubitale. Et puis, oui, et puis on écoute les bruits et on regarde à l'écran pour noter les valeurs. D'accord? C'est comme ça qu'on mesure la pression artérielle. Et on a remarqué que quelquefois des gens passent au marché pour mesurer la tension des gens, ils ne le font pas bien. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que si quelqu'un veut faire un dépistage de tension, il vaut mieux aller en pharmacie ou dans les hôpitaux. Aujourd'hui, on a les centres de santé à base communautaire qui sont un peu partout. Les gens peuvent se rendre là-bas pour mesurer leur tension. Et nous conseillons à la population d'ailleurs de faire, dans le cadre de bilan de santé annuel, de passer à l'hôpital une fois, même s'ils ne sentent rien, mais de passer déjà à mesurer leur pression artérielle pour connaître les valeurs. Par jour, par exemple, une fois par jour, par mois, prendre sa tension artérielle, avoir un carnet. Quand la tension artérielle est bonne, une fois par an, c'est suffisant. Mais toutes les occasions où on se sent malade, on se sent fatigué, où on a des céphalées, des maux de tête ou des palpitations, oui. Toutes les fois où on a quelques symptômes, qu'on se rend à l'hôpital, systématiquement, le professionnel de santé doit mesurer la pression artérielle. C'est très important, oui, ça fait partie des constantes. Mais quels sont les symptômes? Là, vous avez parlé de vertige, de mal de tête. Quels sont les symptômes qui doivent véritablement alarmer une personne? Effectivement, comme l'hypertension artérielle est une maladie, il y a des symptômes. Mais malheureusement, dans la majorité des cas, on ne va pas trouver des symptômes. C'est une forme... Elle est insidieuse, elle est silencieuse. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'appelle hypertension, on l'appelle tueur silencieux. L'hypertension artérielle est une affection silencieuse. Dans la majorité des cas, c'est-à-dire on peut avoir 20 de tension et ne rien ressentir. On croit qu'on est en bonne santé et puis alors que la tension évolue. D'accord? Maintenant, dans les cas où il y a quelques signes, qu'est-ce que c'est? C'est des maux de tête, des palpitations, des vertiges, des essoufflements à l'effort, au moindre effort, on est essoufflé,
ou bien, j'ai dit des palpitations, n'est-ce pas? Voilà. C'est un peu ces signes-là. Il faut poser combien de temps, docteur, pour poser le diagnostic? Est-ce que, par exemple, quand on prend sa tension pour la première fois, comme ça, c'est à 14, 8, est-ce que c'est alarmant? C'est un processus? Justement, c'est un processus. C'est dans la permanence qu'on va déclarer la personne hypertendue. Ce n'est pas juste à une mesure. Parce que si on a mal dormi, si on a une altercation, si on s'est énervé, la tension peut effectivement monter. On a été frustré, on vient, voilà, on est stressé par une situation ponctuelle, la tension peut monter. Ça ne fait pas de toi, de la personne, une hypertendue, d'accord? Mais... je m'excuse, mais il y a l'effet blouse blanche aussi. Oui. Parce que quelqu'un qui est devant un médecin, tout de suite, naturellement, il a peur. Parce que quand on voit un médecin, quand on voit votre blouse blanche, là, des fois aussi, ça fait peur. Tout à fait. Nous connaissons ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, effectivement. Il y a des personnes qui ne sont pas du tout hypertendues, mais en face de la blouse, en face du tensiomètre, ils développent une phobie, ils ont peur, et puis l'adrénaline monte, effectivement, ça fait monter la tension artérielle. Quand je sens l'éther, ça vous fait monter la tension. Oui, je suis perturbé. Donc, pour faire le diagnostic de l'hypertension artérielle, il faut le faire dans le temps. Il faut apprécier la permanence de cette hypertension avant de dire que la personne est hypertendue et organiser les soins autour de cette hypertension artérielle. Mais à quel moment faut-il s'alarmer? Je ne sais pas moi, Marco par exemple. Non, prenez un exemple sur une autre personne. Alors, ça... Bon, quelqu'un qui sent l'éther, voilà, qui est tout de suite stressé et que la tension monte. Là, qu'est-ce qui doit se passer? Voilà la procédure, oui. Toutes les fois où, pour une raison ou une autre, vous prenez votre tension à la maison, vous avez un tensiomètre, vous mesurez, vous constatez que c'est haut, écoutez, allez-y à l'hôpital. C'est le médecin qui va confirmer la réalité de cette hypertension artérielle. Et avant, on disait à la personne, OK, votre tension n'est pas bonne, reposez-vous, on vous demande de vous relaxer, on vous donne des anxiolytiques, des médicaments pour vous calmer, et puis vous revenez 1 semaine, 2 semaines après, en fonction des chiffres qu'on aura relevés. OK, revenez, et puis on remesure la tension, on va voir dans le temps, si elle est permanente, alors on va dire attention, mais en plus, on va prendre en compte certains autres facteurs, tels que votre âge, d'autres facteurs de risque, comme le surpoids, l'obésité abdominale, la prédisposition familiale, l'hérédité. C'est tout ça qu'on met dans la balance pour dire attention, votre affaire, c'est une hypertension réelle. Votre métier. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui, on a d'autres tests, comme on appelle le Holter tensionnel. Voilà. La mesure ambulatoire de pression artérielle par le Holter tensionnel qui permet de faire le diagnostic plus rapidement. C'est-à-dire, on vous met l'appareil, le matin, peut-être 8h, 9h, vous portez l'appareil et vous allez à la maison avec. L'appareil mesure votre tension artérielle toute la journée et toute la nuit, même quand vous dormez. D'accord? Ça permet d'avoir votre profil tensionnel. D'accord? Votre tension, bien sûr, à l'hôpital et votre tension à la maison. C'est d'ailleurs grâce à cet appareil qu'on a pu faire le diagnostic de l'effet blouse blanche, qu'on a pu comprendre, parce qu'il y a certaines personnes, à l'hôpital, la tension monte, on leur met l'appareil, ils vont à la maison. Une fois à la maison, la tension devient normale. Même la nuit, quand elle dort, la tension devient normale. Mais grâce à ce test aussi, aujourd'hui, on peut découvrir ce qu'on appelle l'hypertension artérielle masquée. Parce qu'il y a des personnes, une fois à l'hôpital, devant le médecin, c'est l'effet contraire. Ils sont tellement relaxés, tout va bien, ils se sentent tellement bien que la tension est bonne. On va trouver 12, on va trouver 13. Mais la personne va se plaindre toujours de maux de tête, de vertiges à la maison, au travail. En fait, c'est des gens peut-être qui sont stressés à la maison ou au travail et là-bas, la tension monte. Ou bien alors, la nuit, quand ils dorment, la tension ne descend pas. La tension monte la nuit et donc, quand on leur met l'appareil, on se rend compte qu'au moment où ils étaient à l'hôpital, la tension était bonne. Mais une fois qu'ils sont à la maison ou au travail, ou bien en train de dormir, la tension ne descend pas. Ça, c'est de l'hypertension artérielle masquée. Et ça, c'est une hypertension qu'il faut soigner. Parfois, il y a la tension artérielle aussi quand on est assis, quand on est couché, quand on est debout. C'est toute une variation. Oui, bien sûr que l'hypertension artérielle, effectivement, il y a une variabilité physiologique. Donc la bien diastolique, la systolique, bien sûr, il y a une variabilité. Nous disons que c'est physiologique. D'accord? Parce que dans la journée, dès qu'on vient de se réveiller, si on a passé une très bonne nuit, la tension va être bien. Et puis, on embrasse le coup de la journée, le travail, on s'énerve un peu, on est en train de marcher. Tout ça, ça varie. L'environnement. L'environnement. Mais tout ça, nous disons que la tension ne doit pas excéder 14,9.
Sinon, ça peut varier à tout moment, à 13, à 12, à 11 dans la journée. Et même, Dieu a prévu, je crois en Dieu. Ah, ça fait plaisir d'entendre. Ouais. Il a prévu même que quand nous dormons, si vous avez 13 de tension dans la journée, c'est une bonne tension. La nuit, vous ne devez pas avoir 13 de tension. La nuit, la tension doit baisser un peu de 10 à 20%, d'accord? De sorte que le cœur n'ait pas à trop travailler. Donc, c'est ça qui est normal. Mais si dans la journée, vous avez 13 de tension, et puis la nuit, vous êtes couché, vous avez encore les mêmes 13 de tension, nous disons que vous faites une hypertension artérielle nocturne. Vous comprenez? Là, on a l'image des battements de cœur, ça va certainement vous intéresser. Normalement, oui. On devrait avoir ça. Voilà, c'est venu. Donc, tout part de là, en fait. Oui. Expliquez-nous un peu le processus. Alors, le processus, c'est que, vous savez, le système cardiovasculaire est composé du cœur, voilà, le cœur qui bat, et le cœur, en battant, il propulse le sang dans les artères, dans tout le corps. Et la vitesse, la vitesse de circulation du sang ne doit pas excéder 14,9. Le système hémodynamique. Oui, le système hémodynamique. C'est le mouvement du sang à travers tout le corps. Vous remarquez que nous avons des tuyaux, des artères rouges et des tuyaux bleus. Ce sont des veines. Donc, c'est les veines qui font le retour du sang au niveau du cœur droit. Et le cœur gauche pompe le sang rouge au niveau de l'artère. D'accord? Et au niveau de l'artère, le sang est distribué dans tout le corps. C'est le sang propre, c'est le sang riche en oxygène qui va dans toutes les cellules pour irriguer le sang, pour apporter des nutriments, pour apporter de l'oxygène. Une fois qu'au niveau des cellules, le travail a été fait, alors le sang sale, exactement comme dans votre lavabo, vous lavez les mains et puis l'eau sale passe par le système d'assainissement, n'est-ce pas? Donc, le sang bleu qui devient sale, qui devient riche en gaz carbonique, en CO2, revient petit à petit tous dans le cœur droit et tout ce cœur droit va propulser son sang dans les poumons. Alors par la respiration, quand nous expirons, nous sortons les gaz carboniques et nous inspirons, nous reprenons l'oxygène qui rougit le sang et le tour est joué. D'accord? Donc, on a une grande circulation, c'est la circulation systémique, et on a une petite circulation, c'est la circulation pulmonaire. Voilà. Merci beaucoup. Et en même temps, il se dit que juste après une hypertension artérielle, il y a de fortes chances, disons, il y a des risques d'avoir une crise d'AVC. Oui, bien sûr que l'AVC est une complication de l'hypertension artérielle. Mais il n'y a pas que l'AVC. Il y a les crises cardiaques, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les troubles du rythme, l'angine de poitrine, d'accord, l'insuffisance rénale, les artériopathies oblitérantes des membres inférieurs, d'accord, on va dire la rétinopathie, comment on dit? La rétinopathie, j'ai oublié le nom un peu, la rétinopathie hypertensive, c'est-à-dire le fait que les artères des yeux vont se rétrécir un peu liées à l'hypertension artérielle. Donc, il y a beaucoup de complications, d'accord? C'est pour ça que quand une personne est hypertendue, nous faisons tout pour que la personne se soigne et que la personne se soigne bien. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est le problème de observance thérapeutique. Les patients n'aiment pas prendre les médicaments. Ils craignent très souvent le fait de s'intoxiquer avec les médicaments. Mais que ça agisse sur les reins. Oui, ils disent que ça agit sur les reins. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce qui agit réellement sur les reins, ce qui est négatif pour les reins, c'est l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est dangereuse. L'hypertension artérielle détruit les reins, détruit les yeux, détruit tous les organes, la plupart des organes nobles du corps. D'accord? Donc, nous exhortons la population à se soigner. Une fois qu'on dit qu'on est hypertendu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord observer ce qu'on appelle les mesures d'hygiène de vie. Si on fumait, il faut arrêter de fumer. Il faut arrêter de boire, hein? De boire tout le temps. L'alcool. Ça, par contre, ça intéresse beaucoup de personnes. Un verre de vin sec, par exemple, à table, c'est toléré? Oui, chez l'homme, on va dire jusqu'à 2 verres dans la journée, à table. Mais vraiment un verre, une coupe. D'accord? Parce qu'on peut prendre un grand verre aussi et puis dire que c'est un verre. Non, juste un petit verre, la coupe. D'accord? 2. Et 1 chez la femme, toléré. D'accord. Mais
en général, quand les gens ouvrent leur bouteille, c'est toute la bouteille qui finit. Ce n'est pas bien pour la journée, ça fait trop. D'accord? Et donc, il faut réduire la consommation de sel. Nous parlons tout le temps du sel également. Il faut éviter de grossir, de prendre du poids. Il faut éviter toutes les sucreries. À un certain âge, les sucreries, les graisses et tout ça, il faut les... on va dire 45 ans chez la femme et 50 ans chez l'homme. D'accord? En ce moment, il faut mener une hygiène de vie, il faut pratiquer du sport, il faut éviter d'être sédentaire. Être sédentaire, c'est le fait de ne pas avoir d'activité physique dans sa vie. C'est le fait, voilà, c'est le fait de ne pas pratiquer du sport. On se lève le matin, on se lave, on prend le sac, on est au bureau, on est assis toute la journée et puis on revient à la maison. On ne boit pas d'eau, assez d'eau. On prend pas les escaliers, l'ascenseur. On ne prend pas l'escalier, on prend toujours l'ascenseur. Donc, il faut aller acheter le pain, on remonte dans la voiture. Voilà, on arrive à la maison, on mange, on dort. Non, ce n'est pas bien. Le corps ne s'oxygène pas. Non, c'est de la sédentarité. Et ça, c'est encore plus grave chez les personnes âgées, chez les retraités. Justement, on parle des personnes âgées, mais est-ce que ça ne peut pas toucher aussi des enfants, des personnes en bas âge, comme ça, par exemple? Bien sûr, il y a de l'hypertension artérielle chez les enfants. Mais en général, c'est de l'hypertension artérielle secondaire, toujours à une maladie, à une néphropathie, une maladie rénale. Vous savez que c'est les reins qui régulent la pression artérielle dans le corps. Donc, quand les reins sont malades, voilà. La grande question, est-ce que ça se soigne? L'hypertension artérielle se soigne très bien. Tout ça se soigne? Ça se soigne, on va dire. Ça se traite aussi, c'est les mêmes termes. Il peut y avoir des nuances, hein? Oui, ça se soigne très bien, l'hypertension artérielle. Et nous avons une panoplie de médicaments pour soigner la pression artérielle. D'accord? Depuis les mesures hygiéno-diététiques jusqu'à... On a au moins 5 à 7 familles de médicaments pour soigner l'hypertension artérielle. D'accord? Les hypertenseurs? Oui, les bêta-bloquants, les inhibiteurs calciques, les antagonistes de récepteurs d'angiotensine 2 qu'on appelle ARA2, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion qu'on appelle les IEC, les antihypertenseurs centraux, les diurétiques. Qu'est-ce que ça fait tout ça là? Qu'est-ce que ces médicaments-là font dans l'organisme? Mais tous ces médicaments agissent dans l'organisme pour faire baisser la pression artérielle. Mais au-delà même de baisser les pressions artérielles, ces produits-là protègent les organes nobles que nous avons. Au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des reins, ces médicaments protègent les organes. D'accord? Et docteur, vous avez dit que les patients, généralement, n'aiment pas prendre les médicaments. Mais les médicaments traditionnels sont également très prisés. Est-ce que vous conseillez? Alors, le problème avec les médicaments traditionnels, c'est le problème de dose, le problème d'hygiène, le problème de qualité. D'accord? Moi, je serais un peu plus regardant si un scientifique, un pharmacien, un biologiste, un botaniste, un herboriste, scientifique vraiment, qui a fait les études, regarde les plantes, analyse un peu les plantes, tire les molécules essentielles qu'il faut. Je crois que ça, ce sera plus intéressant. Qu'un analphabète qui cueille des feuilles, qui fait bouillir, on fait bouillir à quel degré, on fait bouillir dans quelle méthode, comment conserver, c'est compliqué. D'accord? Ça peut créer d'autres problèmes. Voilà, ça peut créer d'autres problèmes. C'est ce que nous craignons. Il y a beaucoup de risques derrière. Parce que derrière chaque médicament, il y a toujours un risque. Hein? Derrière, il n'y a pas de risque zéro. Derrière un médicament, il y a toujours un risque. C'est pour ça que quand nous donnons les médicaments aux patients, nous les surveillons. Nous leur donnons des rendez-vous pour qu'ils reviennent nous voir. On apprécie l'efficacité du médicament, on apprécie la tolérance du médicament. Voilà. Mais docteur, quand même, dans nos contrées, dans nos villages, quand vous n'étiez pas encore là, les docteurs, il y avait des manières de se soigner de façon naturelle, qui sont restées, qui ont fait leur preuve. Vous n'allez pas balayer tout ça du... C'est vrai qu'il y avait des moyens de se soigner, mais l'espérance de vie aussi n'était pas aussi élevée que ça. D'accord, l'espérance de vie n'était pas aussi élevée. Les gens mouraient très souvent, rapidement. On mettait sur le compte des sorciers, mais les gens mouraient fréquemment. D'accord? On est à l'heure... Les médicaments, ok. Bon, donc, faut faire attention au dosage des médicaments dits traditionnels. Oui, les médicaments. Au dosage, mais même, on ne connaît même pas les dosages, justement. Okay. Maintenant, vos médicaments, les médicaments dits scientifiques dont on connaît les dosages, on les prend jusqu'à quand? Alors, pour l'hypertension artérielle, on le prend toute la vie. Quand l'hypertension artérielle est essentielle, on le prend. Mais il y a des choses qu'on fait toute la vie. Hein? On se brosse toute la vie, on mange toute la vie. Il y a des choses qu'on fait toute la vie, on n'est pas gêné de le faire. Moment, si par exemple on fait du sport,
on mange bien. Par exemple, quelqu'un qui était à, je dis n'importe quoi, à 10 mg, sa dose peut diminuer du fait que... Sa dose peut diminuer. Il est arrivé des personnes, dans le cas de l'hypertension artérielle métabolique, c'est-à-dire l'hypertension artérielle qui est arrivée par le fait d'un désordre métabolique, la personne a pris du poids rapidement, la personne mange mal. Si la personne observe correctement les mesures d'hygiène de vie, vous allez voir qu'on va finir par arrêter les médicaments de cette personne. Vous comprenez? Mais on arrête en surveillant la personne, en vérifiant qu'effectivement la tension ne remonte plus. Mais sinon, l'activité physique et puis l'hygiène de vie, ce sont des compléments qui accompagnent le médicament. C'est pour ça qu'on ne commence pas toujours, ça dépend des chiffres d'ailleurs, on ne commence pas toujours avec les médicaments. On commence toujours avec les mesures hygiéno-diététiques. On demande à la personne de commencer à faire du sport, on demande à la personne de changer son mode de vie, son alimentation, de manger sainement. D'accord? C'est quand on n'est pas efficace avec ça qu'on va maintenant ajouter, le médicament vient comme un pan, ajouter à la stratégie thérapeutique. Le médicament vient en plus. D'accord? Oui. Donc, on donne le médicament et on revoit la personne jusqu'à stabiliser la tension. Et puis maintenant, on va espacer les rendez-vous. Si au départ, c'était tous les mois, maintenant, on va passer à voir la personne tous les 2 mois en vérifiant que la personne est vraiment bien observante, qu'on peut se permettre de lui donner rendez-vous tous les 3 mois ou 4 mois. Voilà. Alors, donc, on a besoin de l'approbation, de l'accord. C'est un partenariat entre le médecin et son patient. C'est vraiment... les deux ont un objectif commun. C'est une complicité. Voilà une complicité. Les deux ont un objectif commun, la bonne santé. Le patient a besoin de la bonne santé et le médecin a besoin de se sentir efficace aussi dans son travail. D'accord? Le médecin est tout heureux quand le patient est bien soigné, il réagit bien, il collabore bien. D'accord? Parce que le médecin, il a été formé pour apporter de la santé à l'individu. Et donc, toutes les fois où le patient est mal observant ou bien la tension ne descend pas, croyez-moi, le médecin est mal à l'aise. D'accord? On a l'impression qu'on soigne mal, on a l'impression qu'on n'est pas efficace, on n'est pas heureux dans notre métier. On est heureux quand le patient est en bonne santé, il se sent bien. D'accord. Justement, avec ces médicaments que certains prennent à vie, est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement psychologique qui devrait avoir lieu? Parce que c'est ça aussi qui peut décourager aussi certains. Bien sûr. Et ça, c'est le médecin le fait. Le médecin le fait. Et d'ailleurs, tout dernièrement, on a développé ce qu'on appelle l'annonce de la maladie, l'annonce de l'hypertension artérielle. Au moment où on annonce la maladie, on sait que ça va créer une psychose. On sait que ça va déranger l'individu. Il n'accepte pas. Comment moi, hypertendu, c'est pas possible. Ça vient d'où ça? Le patient est dans tous ses états. Donc, dans la communication, dans la prise en charge, le médecin fait un peu ce qu'on appelle la psychothérapie. Le médecin va rassurer le patient. Il va lui dire, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas grave. Avec cette hypertension artérielle, il peut faire ses 90 ans. Pourvu qu'il soit observant. L'essentiel, c'est de comprendre que c'est une maladie, c'est vrai, qui est chronique. Qu'en le soignant régulièrement, on ne court aucun risque ou on court un risque vraiment moindre par rapport à quelqu'un qui ne veut pas se soigner, d'accord, qui court beaucoup plus de risques de faire des complications. Et avec ces complications, vous savez, ça crée encore des problèmes sociologiques, vous comprenez? Et dites-nous, et chez les femmes enceintes, on rencontre également des cas d'hypertension? Oui, chez les femmes enceintes, il y a 2 cas. Il y a le cas où la femme est déjà hypertendue et donc qui développe l'hypertension, déjà hypertendue, qui prend sa grossesse. Il y a des médicaments spécifiques pour elle. On choisit ces médicaments pour les soigner. Mais il y a des cas où la femme n'est pas hypertendue, mais du fait de la grossesse, elle devient hypertendue. Ça, c'est de l'hypertension artérielle gravidique. D'accord? Et cette hypertension aussi est prise en charge. Et parfois, à l'accouchement, une fois que la femme accouche, cette hypertension artérielle disparaît. D'accord? Mais ça nécessite toujours le suivi. La patiente qui est hypertendue et la patiente qui est en grossesse et hypertendue, elle doit être suivie par son cardiologue et par le gynécologue. Là, elle peut prendre des médicaments, ça n'a pas de risque pour le bébé? Bien sûr, il faut qu'elle prenne des médicaments. Au contraire, si elle ne prend pas de médicaments, il y a un risque pour elle et pour le bébé. Mais quand elle prend des médicaments, ça sauve elle et le bébé. D'accord? Voilà. Et il y a des médicaments spécifiques pour elle. Docteur, quand on a parlé de tout ça, de la femme enceinte, des enfants, des adultes, des personnes âgées, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on doit manger? Alors, pour bien manger... C'est un grand débat. Donc, je veux qu'on accorde ces 2 dernières minutes. Pour bien manger... En vivant en Côte d'Ivoire, où il y a beaucoup de choix. Je souhaiterais même que de temps en temps, aussi qu'on consulte celui qu'on appelle le nutritionniste.
Vous savez que l'homme qui naît et qui grandit passe par des étapes. On n'a pas le même régime quand on est bébé, quand on est l'enfant qui commence à grandir 1 an, 2 ans, adolescent, et puis adulte, et puis âgé. Ce n'est pas le même régime normalement alimentaire. Le régime doit changer. Ça doit s'adapter à l'âge et ça doit s'adapter à la maladie qu'on a développée. D'accord? Ce que nous disons, déjà, il faut réduire tout ce qui est apport en sel. D'accord? Il ne faut pas mettre trop de sel dans la nourriture qu'on mange. Ce que nous conseillons, apprenez à faire tout le repas sans sel. C'est seulement à la fin que vous ajoutez juste un peu de sel. D'accord? Réduisez les graisses animales. On mesure ça comment, le sel là? Ça se mesure comment? Nous disons le sel, c'est 4 grammes de sel, 4 à 6 grammes de sel par individu. Alors, on va utiliser la petite cuillère à café rasée. Le fond restant constitue la dose journalière. Mais on ne va pas, dans la maison, avoir une petite cuillère pour chacun. C'est compliqué. Et la dose journalière dans la sauce, dans la nourriture? Oui, c'est pour ça que nous conseillons... Oui, dans la journée, chacun a besoin de... Mais je vous dis, une enquête a montré que nous sommes environ à 20 grammes de sel par jour. Quand, oui, une étude épidémiologique, oui, une étude épidémiologique, oui, alors qu'on a droit à 5 à 6 grammes de sel. Vous comprenez? Il y a une forte proportion de la population ivoirienne qui est hyper tendue. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Les dernières statistiques nous disent, en 2015, selon les statistiques du ministère de la Santé, nous sommes à environ 30%. 30 à 30%, oui, de prévalence d'hypertension artérielle. Ça, c'est la population générale. Mais si nous prenons la population des retraités, nous sommes autour de 60%. C'est-à-dire, vous mettez 100 retraités ici, 60 parmi eux sont hypertendus. Vous comprenez? Donc, revenons à l'hygiène, au régime, d'accord? Régime, d'accord. Il faut réduire la graisse, tout ce qui est graisse. Il faut réduire tout ce qui est sucrerie. Il ne faut pas apporter du sucre supplémentaire à un certain âge. À partir de 50 ans, il faut mettre une croix sur les sucreries. Et avant 50 ans, parce qu'on les oublie souvent, parce que c'est les habitudes ce sont des habitudes qu'il faut avoir pour arriver à 50 ans. Il faut avoir la chance même d'arriver là-bas. C'est pour ça que quand les parents de 50 ans commencent à faire attention, les enfants observent et les enfants adoptent, justement. C'est là, dans ce berceau, qu'il faut déjà éduquer les enfants à cela. D'accord? Et donc, quand on a réduit tout ce qui est sucre, tout ce qui est graisse, les graisses animales, la peau du poulet est riche en graisse, les charcuteries, la viande de porc, c'est riche en graisse. La viande de brousse. La viande de brousse. on doit réduire ça aussi? Oui. Oui, ça dépend de quel animal. Non, c'est pas ça dépend de quel animal, mais c'est autre chose. Hein, ça augmente l'acide urique. Les gibiers, c'est voilà. La goutte, tout ça. Oui, voilà, pour donner la goutte. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit oui, là, on ne parle pas vraiment d'hypertension artérielle, mais d'accord. C'est bon à savoir quand même. Oui. Donc, pour avoir l'équilibre alimentaire, quand on a réduit tout ça, il faut commencer son repas avec un peu de crudité, pourquoi pas? C'est accessible. Des fruits ou des crudités? Les crudités, déjà. Une minute, oui. Oui, les crudités. Les carottes râpées. La carotte est accessible à toutes les assiettes. Tomates râpées, oignons, concombres râpés. Tout ça, on peut le prendre au début du repas. Et puis après, on réduit les féculents. D'accord? On augmente les sauces, aubergines et tout ça, on peut les augmenter. Et du poisson. Du poisson. Beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Beaucoup de sport. Beaucoup d'amour autour de nous. Oui, détente. Se détendre. Apprendre à se détendre. Apprendre à aller en vacances. Il y a des gens qui travaillent qui ne vont pas en vacances. Suivez mon regard. Quelqu'un qui est en face de nous. OK. Notre rédactrice en chef. On va se cotiser pour lui donner des vacances pour une fois au moins. Merci beaucoup, docteur. Désolé, le temps qui nous est imparti est achevé. Docteur Véronique Loboué, cardiologue, et on salue toutes ces personnes-là du domaine de la santé, tous ces cardiologues. Je pense au docteur Savadogo, docteur Ngueta Roland, la Côte d'Ivoire a des gens spécialisés dans ces domaines-là. Et on est fiers de tout le travail que vous abattez. Merci. On vous souhaite la santé, on souhaite très bonne journée. Merci. Et on se retrouve, si Dieu nous donne la santé, demain, toujours avec le même plaisir.